Bonjour Jed, bienvenue sur Crypto House. Bonjour Daniel, c'est un plaisir d'être ici. Merci. Donc aujourd'hui, si tu le permets, on va parler un petit peu de Pierre Montaigne. Qu'est-ce que c'est? Absolument. Mais avant, pour démarrer, comme je pense que nos auditeurs ne vous connaissent pas, qui est Jed Grant? Je suis un expert en informatique depuis 25 ans, en plus, depuis mon enfance presque, à Apple II. Et je suis aussi un expert en sécurité et aussi en conformité. Ça s'est déroulé pendant plusieurs années. Dans les années 90, j'étais plutôt cypherpunk, si vous connaissez, avec Mixmaster et des trucs comme ça, mais aussi j'étais officier à l'OTAN. J'ai travaillé en crypto cypher et en crypto réel militaire. Les deux en même temps, j'étais chef d'équipe à l'OTAN. 2000, à peu près, fin 2000, j'ai quitté l'OTAN pour faire du big data, des ETL, Data Warehousing Business Intelligence, pour les sociétés et gouvernements en statistique. Et après ça, à partir de 2008, je suis vraiment concentré sur le FinTech et le RegTech. Et toute cette période, je voulais résoudre le problème de confiance en ligne. Alors c'est un sujet que je suis depuis longtemps. En plus que mon parcours professionnel, où en 2008 j'ai créé une société qui fait de la due diligence, des renseignements en fait privés. Et après en 2014 j'ai créé KYC3, c'est la société qui fait du KYC avec du big data et du machine learning. Et Pierre Mountain, c'est un projet qui a eu sa naissance, l'idée est là depuis longtemps, mais sa naissance était vraiment en 2015. Alors, mais à côté de ça, je suis aussi, je donne des cours à l'université où je suis professeur adjoint, mais je n'ai pas fait depuis un certain temps parce que je suis trop occupé en conformité pour le contre-blanchiment. Je suis aussi membre du conseil et membre fondateur de InfraChain, c'est un consortium blockchain public-privé basé à Luxembourg, mais avec des partenaires en toute Europe et éventuellement ça sera une plateforme européenne. Aussi un fondateur de l'Institute, the Institute for Global Financial Integrity, c'est un think tank qui fait du thought leadership en financial integrity, intégrité en finance. Alors c'est ce que je fais plus ou moins. Je vois que tu as un petit accent quand même, tu n'es pas français. Non, pas du tout. Je suis irlandais et je suis agrandi en Californie. En Californie, d'accord. Quel problème Pierre Montaigne souhaite résoudre? Le problème de confiance en ligne. Le problème de confiance, le but de Pierre Mountain, c'est, il y a plusieurs problèmes en fait, mais vraiment le but du problème, c'est la confiance entre gens, entre êtres humains. L'idée, c'est d'avoir un système qui permette d'avoir la confiance comme on a dans le monde réel, en vif. Et résoudre ça, déjà, ou ça permet de résoudre d'autres problèmes. Le problème de confiance personnelle, et ça c'est vraiment grâce au self-sovereign identity, l'identité où vous êtes propriétaire de vous-même, de votre identité. Ça c'est aussi, permet de résoudre le problème de conformité réglementaire et de risque de protection de données pour les sociétés qui participent dans l'écosystème. Et ça fait vraiment, si on résout le problème de confiance, on peut résoudre beaucoup plus de problèmes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Montaigne, l'elevator speech pour Pierre Montaigne, c'est quoi? Pierre Mountain, c'est un écosystème de confiance avec un token qui permet de monétiser le trustworthiness, confiançabilité, on dirait. Alors le plus qu'on peut avoir confiance en quelqu'un, le plus qu'il va gagner du PMT dans l'écosystème. Et ça, c'est un écosystème qui est différent que tous les autres, parce que c'est du self-sovereign identity, mais c'est du décentralisé et distribué. C'est-à-dire, les entreprises déploient du Pierre Mountain avec leurs stakeholders. Comment on dit stakeholders en français? Actionnaires. C'est pas des actionnaires. Pas les actionnaires. Les membres de la communauté. C'est par exemple l'entreprise, le régulateur et le reviseur d'entreprise et peut-être une association qui surveille aussi pour vérifier que l'entreprise est en conformité. C'est les stakeholders dans la réglementation, la conformité et l'opération de l'entreprise pour la gouvernance. Alors s'il y a des nœuds
des chains qui se partagent avec tous ces participants. Oui. Là, c'est un déploiement en Peer Mountain Instance. Et on peut avoir plusieurs instances qui communiquent entre eux grâce au Peer Chain Protocol. Et ça, c'est vraiment la différence avec tous les autres projets que j'ai vus. Pour nous, c'est un Distributed Decentralized Trust Engine. Comme on est un peu dans la technologie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la technologie utilisée? Pourquoi justement le blockchain? Oui, bien sûr. Le blockchain, c'est pour garantir la confiance. C'est un hash chain, en fait, en Peer Mountain. Okay. On fait du hashing des différents éléments qui sont cryptographiquement signés. C'est des signatures digitaux. Alors, et ces hashes sont stockés sur la chain pour contrôler la provenance des documents et des faits, des attestations et des assertions, on dit. Assertion, c'est un fait de base. Attestation, c'est le certificat que le fait est vrai ou il est prouvable par des tiers. Et toutes ces informations, les actions prises par des interlocuteurs dans leur écosystème sont mises en hash, qui sont les hashes blindés sur le chain. Et ça permet d'avoir une révision qui est presque automatique. Dans le domaine du KYC, donc Know Your Customer, KYC, alors c'est très en vogue, mais il y a aussi beaucoup de concurrence aujourd'hui. Qu'est-ce qui différencie Peer Mountain de tous ses concurrents? Par exemple, il y a Civic qui marche assez fort dans le domaine. Il y en a d'autres qui ne sont pas forcément sur le blockchain. Donc, qu'est-ce qui différencie Peer Mountain? Peer Mountain ne serait jamais un middleman. Dans beaucoup de ces solutions, c'est la fondation ou l'opérateur, le promoteur du projet qui propose de devenir un middleman, qui vérifie des choses et qui a une plateforme qui permet de voir des choses vérifiables. Et c'est plutôt la vente des Zero Knowledge Proof, qui sont bien sûr aussi dans Peer Mountain, mais nous proposons un écosystème et nous vérifions rien. Alors les différents peers, il y a trois rôles. Il y a le service provider, l'entreprise, il y a des consommateurs, des individus, et il y a des attestation engines ou des certificate providers. Mais c'est des peer-to-peer. Alors, un individu peut jouer tous les trois rôles en même temps. Mais ces faits qui sont utilisés pour établir la confiance sont entre gens. On ne définit pas une structure, on laisse ouvert le système pour que le service provider décide qu'est-ce qu'il a besoin pour livrer un service en conformité et qu'est-ce qu'il a besoin en tant que certificat ou attestation des faits de base qui viennent d'une provenance de consommateur. Et ça, c'est les tiers que lui, il choisit vont donner des attestations sur les faits. Alors, on ne définit rien, nous, et c'est entre les gens de s'organiser pour la confiance comme on vit. Alors, c'est vraiment pas un système qui est structuré, qui propose, vous allez faire la confiance et l'identité suivant notre programme. C'est un écosystème ouvert qui permet aux gens de faire comme ils veulent. Jed, est-ce que ce serait possible d'avoir des exemples de service providers? Oui, bien sûr. C'est toute entreprise qui doit livrer, ou individu même, qui doit livrer un service avec des conditions légales ou réglementaires, qui doit avoir un contrôle ou une preuve que le service a été livré en conformité avec les besoins nécessaires. Ça peut être des banques qui voient tout de suite les gains pour réaliser en tant que GDPR, conformité et tout ça, parce qu'ils ont une réglementation assez lourde. Alors pour eux, un système qui donne des petits gains en pourcentage représente beaucoup de gains en euros ou dollars ou francs suisses, mais avec un système comme Peer Mountain, ils voient des choses qu'ils n'ont jamais imaginées. Alors ils sont des adaptateurs, des adopteurs très innovantes et ils veulent avoir tout de suite la solution. C'est comme ça que j'ai déjà signé avec deux grandes entreprises financières qui sont sous contrôle de régulateurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas divulguer les noms, parce qu'associer un ICO avec une entreprise régulée, seulement sur NDA, parce que sinon ils ont peur que s'il devient associé incorrectement, que le régulateur va les approcher. Mais d'autres services sont aussi tout à fait bien avec Peer Mountain. Par exemple,
des services d'avion, d'acheter des billets d'avion parce qu'il faut contrôler l'identité. Des hôtels, des associations d'hôtels peuvent mettre en place une instance Peer Mountain pour contrôler tous les passeports qui sont pris à l'hôtel. Et après, comme ça, vous donnez le passeport et quand vous faites le check-out, s'ils n'ont plus besoin d'avoir votre passeport, le passeport peut être retiré parce que vous êtes propriétaire de vos données. Vous n'avez pas besoin de laisser traîner des photocopies partout. Mais même des choses plus simples, par exemple, mais des voitures de location aussi, c'est très intéressant parce que là, il faut faire toute une déclaration et tout ça. Et là, nous, on peut faire le check-out automatisé. Par exemple, vous scannez un QR code sur la voiture que vous voulez au parking et vous donnez le permis de conduire, détails de résidence, information d'assurance privée, des choses comme ça. Vous prenez un selfie, vous prenez une vidéo autour de la voiture où on fait connaissance de la plaque, la marque et on prend le status, les conditions de la voiture. Et ils peuvent vous donner directement la clé pour le keyless entry, vous rentrez ou sortez en voiture. Et si les infos sont déjà à l'intérieur, on n'a pas besoin à chaque fois de redonner le permis. Ils sont tout à fait réutilisables. Parce que, en fait, le service provider définit des différents blocs qui sont faits avec X-Forms plus une extension pour les attestations, mais ils peuvent définir leur service. Et nous, on va proposer des blocs standardisés. Par exemple, pour les détails de contact, c'est basé sur le V-Card. Alors, si tout le monde utilise le même bloc, les données sont portables. Et les service providers, bien sûr, parce qu'ils veulent acquérir des clients le plus facile que possible, ils vont réutiliser ces blocs. Mais s'ils ont besoin de quelque chose de bien spécifique, ils peuvent mettre ça dans le système aussi. Parce que c'est ouvert, c'est du export. C'est dommage que je n'avais pas Peer Mountain. Il y a un mois, j'étais au Portugal, j'ai loué une voiture et j'ai oublié à la maison mon permis de conduire. Et voilà. Et donc ils n'ont pas voulu me donner la voiture. J'aurais eu Peer Mountain, c'était bon. C'est dans le téléphone et c'est avec la preuve cryptographique que c'était vérifié par des tiers. Et en plus, ce qui est intéressant sur l'écosystème du token, en fait, si vous louez une voiture Avis par exemple, et après vous le ramenez en bon état, ils peuvent vous donner un certificat, une attestation, comme vous avez fait un bon location. Et après, vous pouvez aller au Hertz et donner ce certificat aussi pour avoir peut-être une réduction de prix ou plus facilement la voiture, meilleures conditions. Mais en même temps, dès que Hertz utilise ce certificat pour établir la confiance, Avis va recevoir un micro-paiement parce que leur confiance est utilisée par Hertz. Ça, c'est bien. Pour l'adoption, c'est très très bien. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des tokens? Parce que donc c'est le Peer Mountain Token, l'abréviation c'est PMT. PMT, correct, ok. Donc les caractéristiques, l'utilité, c'est un ERC20, c'est ça? C'est un ERC20, c'est le mode de paiement en Peer Mountain dans l'écosystème. Okay. C'est un limite, on ne va pas créer autant de tokens, c'est 40% qui sont vendus et 60% après vont être émis. D'accord, oui, émis, oui. Émis, alors ça fait le 100%, mais comme c'est un smart cap, le 40% c'est à voir, parce que ça dépend le volume, et après le 60% sera émis. Le token, d'autres choses, qu'est-ce que vous voulez savoir? Il y a combien de tokens qui vont être émis? Ça c'est un variable. Ah, c'est la variable. C'est des pourcentages qui sont fixes, alors 40% vendus. Mais on estime que ça dépend de la valeur qu'on donne au début, si c'est un token à 10 centimes ou un token à 50 centimes, parce que si c'est à 10 centimes, on va émettre évidemment 5 fois plus. D'accord. Parce que ça convertit en ETH. Alors c'est très difficile de savoir de répondre à ces questions avec la volatilité des ETH plus les conditions intérieures. Alors après, à peu près une semaine avant la vente commence, on va fixer ces paramètres. D'accord. Et on va les annoncer. Oui. Ok. Bon, tout ce qui est KYC aujourd'hui est de plus en plus réglementé. Oui. On parle de réglementation type MiFID 2, on parle de GDPR, PSD2, tout ça. En quoi Peer Mountain peut faciliter, je dirais, toutes ces normes pour les grandes entreprises, d'être compliant? Comme chaque, c'est un système de asynchronous messaging qui est
au-dessus des blockchains et du stockage distribué. D'accord. Alors, avec ça, et tout est crypté. C'est seulement au point de client, des peers, où les données sont décryptées. C'est-à-dire pour GDPR, c'est vraiment la solution parce que toutes les données sont privées et ils sont aux propriétés de l'émetteur, de l'originaire des données. Et il y a toujours le consent, l'accord. L'accord, oui, voilà, l'accord de propriétaire des données avant qu'ils soient utilisés avec un tiers. Alors pour GDPR, c'est très bon. Pour MiFID et des choses comme ça, comme c'est un système ouvert, le design, c'est de faire la plateforme qui permet de faire de conformité avec les règlements. Mais on n'a pas prescrit lesquels. Alors le formulaire Xforms qui répond à toutes les questions MiFID, c'est quelque chose à implémenter et de mettre dans le système. Et c'est assez simple à faire parce que c'est ouvert, c'est du XML, on met toutes les questions et c'est bon. Si on prend par exemple le formulaire d'une association existante, des associations de fonds d'investissement ou quelque chose comme ça, où ils ont déjà le formulaire standard MiFID, c'est ça qu'on doit implémenter en Pure Mountain. Et après, ça serait réutilisable avec tous les émetteurs de fonds qui utilisent cette formulaire standardisée. S'il y a d'autres qui vont créer leur propre MiFID parce qu'il y a de leur conformité ou de poser d'autres questions, ils peuvent faire deux choses. Ils peuvent créer leur propre formulaire, mais là, ça va bloquer le client avec leur formulaire avec le fournisseur, ou ils peuvent faire un formulaire supplémentaire pour faire le formulaire standard qu'ils pourraient utiliser avec tous les gens qui utilisent ça, plus un petit formulaire spécifique à eux. C'est vraiment un système ouvert. Et c'est comme des Legos, des différents composants d'un service. Et évidemment, la réutilisation, c'est à priorité. Il faut reprendre ce qui existe à la place de refaire toujours la même chose. C'est bien. Donc j'imagine que dans Pure Mountain, vous n'êtes pas le seul, il y a d'autres membres de l'équipe. Si vous pouvez me parler un petit peu des autres membres, la taille de l'équipe et les 2-3 personnes clés dans l'équipe à part vous. Oui, c'est une équipe décentralisée aussi. Nous sommes avec plusieurs équipes qui sont focalisées sur différents sujets. Alors, il y a une équipe blockchain qui est dirigée par Federico Cardozo et avec des gens comme Nacho et autres qui travaillent. En principe, la plupart de cette équipe, c'est en Buenos Aires, en fait. C'est situé là. Ils sont vraiment top en blockchain. Ils ont fait plusieurs projets. Je travaille avec eux depuis quelques années déjà. Et c'est super d'avoir une équipe aussi expérimentée que... Aussi, j'ai une équipe mobile, Android iOS, qui travaille à Sofia. Ils sont en Bulgarie. Et ils se spécialisent sur le design et l'implémentation de la partie mobile. Et là, il y a Stefan, je ne peux pas dire son nom en bulgare, de famille, mais Stefan, et Mark Rogers, qui est chef. Mark est chef de l'entreprise, en fait, de son équipe, et Stefan, c'est le chief architect en mobile. Et les deux, ils sont une très bonne équipe qui travaille avec nous depuis le début de Pure Mountain pour implémenter la partie mobile. J'ai aussi des indépendants et d'autres équipes qui travaillent avec moi. J'ai Marcus qui travaille, CTO, Dr. Marcus Forster, qui est CTO de KYC3. Et qui travaille sur la partie attestation. Nous avons fait des algorithmes, Marcus il a fait en fait, des algorithmes qui font détection de visage, de traitement des documents d'identité, des choses comme ça. Et j'ai des indépendants un peu partout. On a, par exemple, j'ai un UX UI designer qui se trouve à Moscou, elle est nickel, super, elle est agrandie en Suisse, mais Demi Rousse vit à Moscou en ce moment. Aussi des gens qui travaillent à Singapour, deux personnes à Singapour qui travaillent sur le projet. C'est vraiment international. Alors. Oui, on a tous les time zones. Et si on ajoute les équipes plutôt marketing et social media et tout ça, génération de contenu, on couvre vraiment tout. Parce que j'ai du social en Australie, par exemple, et Carrie, elle est là. Quand je vais dormir, elle se lève. D'accord, ça c'est plutôt bien. C'est intéressant. Alors, est-ce qu'il serait possible de nous dire un petit peu où en est le projet? Donc, vous avez parlé déjà de
Bien sûr. contrat ou lettre d'intention. Absolument. Mais est-ce qu'on en est au POC, MVP? Est-ce que le produit est fini? On est en alpha Oui. maintenant. On a le back-end qui tourne en alpha, le Attestation Engine qui est plutôt en bêta, D'accord. et le front-end Android mobile qui est en alpha aussi. Ça, c'est depuis octobre. On a fait la première démo de mobile et back-end en octobre. Fin de ce mois ici, on va avoir la première connectivité de tous les différents composants, mais vraiment de base. D'accord. C'est pour fin mars où on aura la version, je dirais, entre alpha et bêta. On commence vraiment à avoir la possibilité, et là, on va commencer à mettre en place un pilote. D'accord. Pour faire un service, ça serait une carte de crédit comme service, alors tout le service definition et tout ça. Et c'est avec la vision de rentrer en production, c'est en bêta à partir de mars et production en été ou fin été. Été, d'accord. Oui. Donc été 2018. 2018. D'accord. L'idée c'est pour la fin de cette année d'avoir déjà déployé en Suisse. Ça va aller vite, ça, on va lancer un service, on discute toujours, alors c'est pas avec les partenaires, et je vais parler de ça aussi par contre. On discute le forum et tout ça, alors à partir de mars, on va constituer une équipe qui sont des gens de chaque différent département de la Banque suisse, avec 3 ou 4 personnes de Peer Mountain, technique et support. Et là, on va faire le pilote ensemble, avec un train-the-trainer approach. Mais après, on va lancer un produit, on ne sait pas lequel, mais typiquement leur produit, pour cette société, ils ont à peu près 30 000 adhérents pour un nouveau produit tous les mois. Alors ça va aller comme ça, 300 000 assez rapidement. On envisage éventuellement d'être à 1 million des consommateurs via ce canal pour la fin de l'année. C'est bien ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors pour les partenaires, c'est comme j'ai dit avant, c'est des sociétés qui sont sous réglementation, ils ont la conformité à respecter. En Suisse, nous avons signé plusieurs NDA, évidemment, beaucoup de papiers depuis 2016, où ils ont dit on veut faire ce projet. Début de l'année passée, on a signé un LOI, Letter of Intent, et maintenant nous avons des termes définis pour un contrat plus formel pour le déploiement avant qu'on déploie, mais déjà le Letter of Intent et le bon de commande pour le co-build qu'on a fait jusqu'à présent. Alors pour eux, c'est en définition avec les termes. Pour l'autre, pour la société allemande, on a signé un term sheet qui définit toutes les conditions pour la livraison de technologie qui sera utilisée en Peer Mountain. Et ça, c'est les Attestation Engines, c'est pour ça que c'est plus avancé. Okay. Et eux, ils ont déjà des pré-livrables de cette techno et ils vont tester ça bientôt en bêta. L'idée là, c'est à partir de mars, la première partie d'Attestation Engine sera en production chez eux dans leur centre de calcul. Donc ça va arriver très vite. Hein. Oui. Non, c'est bien. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'ICO maintenant? Donc, je crois que j'ai vu sur le site, c'est pour le 31 janvier ou le 1er février le lancement, mais un peu comment ça va se passer? Oui, il y a plusieurs étapes. Et ce countdown-là, on a décalé un peu. D'accord. Maintenant, c'est 12 février. 12 février, ok. Mais ça, c'est pour la fermeture de liste blanche. La whitelist, ok. Oui, et, là, et ça avance assez rapidement. Mais on veut avoir une certaine quantité sur la whitelist et dès que c'est à temps, on va la fermer. On peut fermer demain, mais aussi, on a besoin de plus de temps parce que je vais faire un roadshow probablement en Asie. D'accord. Alors, on ne veut pas fermer le whitelist avant que le roadshow se passe. C'est dommage. Oui. Alors, on a dû ajouter 2 semaines parce que je ne peux pas aller demain en Asie. Je vais planifier ça pour bientôt. Alors, ça, c'est la fermeture de whitelist. Après ça, il y aura des emails parce que le fonctionnement de whitelist, c'est un email tout simple en ce moment. La prochaine étape sera des instructions par email. Les emails vont faire des liens vers un formulaire où il faut remplir certaines données pour le pre-order. Okay. Le pre-order, on a besoin d'un KYC Lite, KYC de base, plus adresse ETH, d'où viendraient les ETH, et le montant qu'on demande d'avoir. Après ça, c'est rempli, on va fermer la partie KYC, dès qu'il y a un certain nombre qui ont rempli le formulaire.
Ça peut être 2 jours, ça peut être 5 jours, je ne sais pas. Ça dépend de la vitesse. Après, on va ouvrir le pre-order phase. Et ça, c'est où les gens peuvent confirmer le pre-order en envoyant l'ETH à l'adresse qu'on va communiquer en ce moment. D'accord. Et c'est pour les raisons de sécurité, on regarde de près toutes ces communications parce qu'on sait qu'il y a des hackers et des gens qui vont essayer de mettre des autres adresses ETH pour tricher les acheteurs, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on regarde de près. Et on va communiquer seulement au moment où le pre-order, la confirmation de pre-order s'ouvre. D'accord. Et là, on aura la période, je ne sais pas combien de jours, ça dépend de la vitesse de réponse des gens. Si c'est très vite, c'est bon. Mais dès que le pre-order s'est confirmé, pour la plupart des gens, on va fermer le pre-order et là, on va ouvrir le vente public. Et ça serait le round 0. Alors, le Smart Cap, c'est un peu différent qu'un ICO traditionnel. Ce qu'on fait, il n'y aura pas d'émission de token avant. Tout est fait dans la période de vente. Et le round 0, c'est le premier round qui permet, avec le maximum de réduction. Alors ça, il n'y a pas d'autres qui vont avoir des réductions plus intéressantes que ça. Ça, c'est le maximum. Est-ce qu'on sait combien déjà? C'est 30%. 30%. On va fixer à 30%. Okay. Et il y aura le whitelist qui va normalement prendre la plupart de ça. Sinon presque tout peut-être. Alors les gens qui sont en pre-order grâce au whitelist, ils vont être mis en premier, en avant, pour le round 0. Et ça va continuer. Est-ce que les premiers inscrits auront plus de chances ou ça dépend de la taille de commande. Alors il y a deux choses. Il y a un priority list vraiment pour les grands investisseurs qui demandent ça. Et priority list c'est whitelist plus. Ça va aller tout avant. Et on va faire ça parce qu'on va fixer ces paramètres une semaine avant. On va faire ça parce qu'on veut être fair and transparent. Alors, juste et transparent. Exact. Voilà. Et alors on va fixer la taille de round 0 et tout ça pour que le priority list plus une grande partie du whitelist ou sinon tout le whitelist peuvent avoir une réduction intéressante. D'accord. Alors ça va aller que les priority list plus le whitelist. Le whitelist, le temps du whitelist joue parce que si on va faire des bandes de taille de commande, et si la commande est plus grande, il va être mis en priorité. En fait, toutes les commandes sont acceptées pour le round et le round settlement au fin, ils vont être mis en ordre de priorité qui tient en compte de taille plus l'ordre, le positionnement dans le whitelist. D'accord. Alors s'il y a deux commandes concurrentes, celui qui est en avant en whitelist va être mis avant. Avant, d'accord. Ok, parfait. Et tout va passer comme ça, round 0. Après, round 1 va être chaque round dans le Smart Cap. En fait, le round devient plus grand en nombre de tokens qui sont émis et le prix monte. La réduction de prix est diminuée jusqu'à on arrive au prix du marché. Et là, ça va faire 4 ou 5 tours avec plus et plus de tokens avant qu'on arrive au prix du marché. Pour nous, on a estimé le prix du marché. Normalement, ça c'est le hard cap, mais on dit que c'est un smart cap. Alors, si ça ferme avant le prix du marché, nous n'avons pas estimé exactement le prix du marché et c'est peut-être un peu plus bas. Si ça ferme après, c'est peut-être qu'on a sous-estimé. On essaie d'être dans ce cas-là, le prix du marché. Et après, le smart cap, dès que le prix est découvert, et la façon de découvrir le prix, c'est que le smart cap va rester ouvert parce qu'on a mis plus et plus et plus de tokens avec un prix qui monte. On arrive à un point où il y a trop de tokens pour les acheteurs à ce prix. Et après, il y a un time-out. Et là, ça ferme le smart cap. Et toutes les commandes qui sont acceptées dans ce round qui ne termine pas seront données au prix de round avant. D'accord. Alors, il n'y a personne qui paye le prix. Oui, voilà. C'est plus juste. Voilà. Merci Jed d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci Daniel. Et je te souhaite bonne chance pour l'ICO et la suite. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Merci.